República Española, fragmentos de la Constitución, aprobada el 9 de diciembre de 1931. España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Todos los españoles son iguales ante la ley. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas. El ejército del Ebro, el ejército del Ebro, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela, y a las tropas invasoras, y a las tropas invasoras, buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela, buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. El furor de los traidores, el furor de los traidores, lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela, lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela, pero nada puede bombar, pero nada puede bombar, donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela, donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, contraataques muy rabiosos, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, per igual que combatimos, per igual que combatimos, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Bonjour à tous et bienvenue sur Respublica Universalis. Aujourd'hui un vlog qui n'est consacré ni à un livre ni à un film, même si je me suis basé sur ce livre pour préparer cette émission. C'est un vlog un peu spécial que je vais consacrer à l'histoire de la République espagnole. Alors pourquoi je vais vous parler de la République espagnole ? Au début je voulais vous en parler parce que moi je suis descendant de républicains espagnols, ou en tout cas d'une famille qui est venue en France au moment de la Retirada en 1939. Mais en faisant mes recherches, je me suis aperçu que finalement le sujet qui était intéressant, c'était pas tellement de vous parler de ça, mais à travers la République espagnole, de discuter de ce que c'est qu'une société démocratique, pluraliste, ouverte et pacifique, et de voir en quoi c'est l'échec de la République, de cette société-là, de cette promesse-là, qui a conduit à la guerre civile espagnole et l'Espagne à être une dictature pendant une bonne partie du XXe siècle. L'Espagne, c'est un petit peu l'homme malade de l'Europe depuis à peu près le XVIIIe siècle. Son empire colonial et la puissance de ses armées en avaient fait un acteur absolument majeur en Europe entre le XVIe, XVIIe, milieu du XVIIIe siècle à peu près, et qui lui avait fait connaître un âge d'or à la fois économique, culturel et militaire, avec une grande influence dans tous les domaines en Europe occidentale et dans le monde. Aujourd'hui vous avez un continent entier quasiment qui parle espagnol, c'est-à-dire l'Amérique. Mais la perte de cet empire, le sous-développement de la métropole, ainsi que l'hostilité des élites traditionnelles et religieuses aux Lumières, ce qui s'explique
en partie notamment par le fait que l'Espagne a été envahie par Napoléon, qui était vu comme le mec qui apportait la révolution en Espagne, alors que c'était un autocrate, hein, mais il était vu comme l'incarnation des Lumières. On fait détester au clergé et aux élites espagnoles les idées de progrès et les idées philosophiques du XVIIIe siècle. Tout le rationalisme, en gros, ont été rejetés par les élites espagnoles, et longtemps, à la fois idéologiquement et économiquement, l'Espagne est restée vraiment un pays sous-développé et vraiment d'arrière-garde. Son économie au début du XXe siècle repose encore en très grande partie sur des grands propriétaires agrariens, des mecs qui contrôlent la propriété foncière agricole. Et malheureusement, ils ont tendance à la sous-utiliser, c'est-à-dire qu'une grande partie de ces terres a tendance à encore rester en friche, inutilisée, ou à servir à des activités récréatives, comme la chasse, ou des trucs en tout cas de prestige, de consommation ostentatoire pour les nobles, et donc pas tellement à la production de richesses. Plus de 30% de la population aussi est encore analphabète en 1930. Le 19e siècle, c'est une succession de mauvais monarques en Espagne, se livrant en plus à une querelle dynastique entre les Bourbons légitimistes et le parti carliste, donc deux branches de la famille royale espagnole qui s'affrontent pour le trône. C'est une succession de putsch ratés qui s'enchaînent, menés par des partis de l'armée, une partie de la bourgeoisie un coup, puis des monarchistes un autre coup. La révolution industrielle balbutiante, elle est relativement, on peut dire qu'elle est ratée, et seules quelques régions s'industrialisent un petit peu, la Catalogne, le Pays Basque, les Asturies, quelques petits pôles aussi en Andalousie. Malgré une tentative républicaine en 1873, l'Espagne continue à être menée par des gouvernements relativement conservateurs, monarchistes, centristes, autour d'une monarchie parlementaire assez désunie, où il y a beaucoup de querelles de factions. Autour des foyers industriels et dans les régions des paysans pauvres, se développe alors de plus en plus un grand mouvement syndical à partir de la fin du 19e siècle, à la fois l'Unión General de los Trabajadores, l'UGT, pour les marxistes, et la CNT pour les anarchistes. Organisation qui compte alors des centaines de milliers d'adhérents, 800 000 pour la CNT, et à peu près 2 millions pour l'UGT, et qui pèse extrêmement lourd sur la scène politique. On va trouver l'UGT essentiellement en Andalousie et dans la partie nord, Pays Basque et aux Asturies, et on va trouver une CNT extrêmement présente, notamment en Catalogne, dans le pays valencien, et un petit peu en Andalousie, en Arabe. C'est dans ce contexte de tension sociale exacerbée entre, d'une part, cette petite minorité qui contrôle la propriété foncière, et d'autre part, des syndicats, et qui contrôlent à la fois dans le milieu ouvrier et dans le monde paysan, qu'arrive la Première Guerre mondiale. Alors la Première Guerre mondiale, elle permet à l'Espagne de connaître un boom économique et un développement de ses zones industrielles, et ce qui fait qu'une partie des paysans commence notamment à migrer vers les villes, ce qu'on appelle un exode rural. Et ça a pour effet, notamment, avec le développement de l'industrie, de faire que plus de gens se syndiquent, mais avec la fin de la guerre, après le boom, on a une récession, et donc on a beaucoup de gens qui tombent au chômage, ce qui va contribuer à déstabiliser le pays et les fragiles équilibres sociaux dont on avait déjà parlé. S'inspirant de la révolution russe, l'UGT et la CNT lancent une tentative révolutionnaire en Espagne entre 1919 et 1922, une tentative révolutionnaire qui est écrasée par le gouvernement, mais qui va créer un tel chaos que va s'installer aux dépens du roi Alphonse XIII d'Espagne un dictateur qui s'appelle Miguel I de Ribera. Donc c'est un militaire, il établit une dictature, plus ou moins avec l'assentiment forcé et contraint du roi Alphonse XIII, une dictature qui vise à rétablir l'ordre dans le pays, derrière laquelle on va trouver les grands propriétaires fonciers, l'église et on va dire la classe bourgeoise espagnole qui essaye de se rassurer face aux conflits sociaux qui agitent le pays. On pouvait alors penser que l'Espagne allait connaître le même sort par exemple que l'Italie fasciste, avec un dictateur qui s'installe, qui commence à promouvoir son idéologie
teinté à la fois d'un peu de socialisme et de beaucoup de nationalisme ultra dur, ou encore le sort du Portugal, avec l'Estado Novo, ou les autres formes de totalitarisme qui se développent alors en Europe. Cependant, ce n'est pas ce qui va se passer. Pour maintenir leur pouvoir, les conservateurs et Primo de Rivera devaient s'appuyer sur les bourgeoisies de Catalogne, de Galice et du Pays Basque. Or, ces tendances centralisatrices vont priver en fait Primo de Rivera du soutien des nationalistes. Donc c'est le problème de l'Espagne, vous voyez, où il y a des parties du pays qui en fait aspirent à être des nations indépendantes. Donc à la fois le Pays Basque, la Galice, la Catalogne bien sûr, puisque c'est aussi en partie pour ça que je fais la vidéo, c'est un sujet d'actualité. Or c'est en voulant absolument recentraliser le pays, Primo de Rivera, il va se fâcher assez durablement avec les bourgeoisies capitalistes qui gèrent les principaux pôles industriels de l'Espagne à ce moment-là. Ce qui va conduire à beaucoup d'instabilité, des émeutes, et il y a une crise économique, bien sûr, internationale en 1929, qui continue à le déstabiliser, ce qui va conduire le roi à demander sa démission dès 1930. L'opposition se rassemble alors autour de l'idée républicaine, qui commence alors à germer en Espagne, à l'idée de rétablir une république un peu sur le modèle français, une république qui pourrait même être laïque. Et les forces républicaines vont remporter les élections municipales de 1931. Le roi va décider de s'exiler et va laisser la place à la République, qui est proclamée à ce moment-là, suite à la victoire aux élections municipales. Il y a une espèce de coup d'État, on peut le dire, qui va amener l'installation de la République. Les mouvements de la gauche républicaine vont alors s'allier avec les régionalistes, et se lancent dans la rédaction d'une constitution suite à l'élection d'un Cortés constituant, qui voit un triomphe des socialistes et des républicains de gauche. Démocratique et décentralisée, inspirée par la constitution de l'Allemagne de Weimar, la République espagnole a une forte teinte sociale. En effet, ces dirigeants s'appuient essentiellement sur la gauche du spectre politique, et en particulier ils sont sous la pression des syndicats, fois UGT et CNT, qui sont légèrement sur leur gauche. Ils doivent quand même dans cette constitution concéder à la bourgeoisie la protection du droit de la propriété. C'est une constitution, plus tard on lui reprochera de trop bien protéger les droits fondamentaux. Moi je pense qu'au contraire c'était une excellente idée, elle était en avance sur son temps, elle était probablement même en avance sur la plupart des constitutions des pays occidentaux. Manuel Ansana, c'est le nouvel homme fort du régime, devient Premier ministre. C'est un homme de compromis, on dirait peut-être aujourd'hui une espèce de François Hollande, il en a un peu la tête, mais je trouve qu'il est incommensurablement plus talentueux. Il entend réformer le pays en profondeur, et il doit s'attaquer notamment à l'emprise de l'Église dans la société. Elle est très conservatrice et elle est hostile notamment à la doctrine sociale, malgré la doctrine sociale que commence à développer alors le pontificat. L'Église est en rupture d'une certaine manière avec Rome, étant encore plus conservatrice que les hautes autorités de l'Église catholique. Manuel Ansana, il doit aussi s'attaquer à la scolarisation des Espagnols. On a vu qu'il y avait plus de 30% d'Espagnols illettrés en 1930, donc c'est un des grands chantiers qu'il va lancer immédiatement dès sa prise de pouvoir. Là encore, il va se heurter à l'Église et à la question de la liberté de l'enseignement. C'est à ce moment-là qu'est créé l'impôt sur le revenu en Espagne, donc on fixe un salaire minimum, la journée de travail de 8 heures, qu'est créée une assurance contre les accidents du travail, une assurance maladie, bref, la sécurité sociale commence à apparaître, et créer l'inspection du travail, et une justice pour juger des litiges entre salariés et patrons. Le droit de vote également est donné aux femmes dès 1931 en Espagne, ce qui la met en avance par rapport aux autres républiques, notamment la République française. Il résout également la question catalane à l'époque en créant la généralité autonome au sein du royaume d'Espagne.
Malheureusement, c'est sa politique de réforme agraire qui doit permettre aux millions de travailleurs ruraux au chômage de s'installer sur les nombreux domaines agricoles que laissent en friche les grands propriétaires est trop prudente. Et elle ne permet pas de répondre aux aspirations sociales légitimes des Espagnols, et notamment les plus pauvres, tandis qu'il va s'antagoniser durement les élites conservatrices, et notamment celles des grands propriétaires latifondaires. C'est ça, comme ça qu'on appelle les grands propriétaires terriens. Malheureusement pour les républicains, ils vont être battus aux élections de 1933, en grande partie du fait de l'abstention des anarchistes et de la formation à droite d'un parti qu'on va appeler la CEDA, rassemblement des droites autonomes. Des partis de droite qui ont décidé de jouer le jeu républicain en se disant qu'ils avaient la chance de pouvoir peut-être prendre le pouvoir dans cette république et d'utiliser ce régime. Cette alternance a le mérite de montrer le caractère démocratique du régime et laisse entrevoir la possibilité d'une scène politique qui serait plus apaisée, où le régime laisserait place au pluralisme et à la délibération collective plutôt qu'au coup d'État, au pronunciamento, à la violence comme mode de régulation politique, ce qui est à peu près la norme en Espagne depuis plus d'un siècle au moment où je vous parle. Les tensions sociales, les effets de la crise économique de 1929 et la montée des factions d'extrême droite dans les années 30, appuyées par certaines des élites conservatrices, rendaient pourtant le climat extrêmement malsain et violent. José Antonio de Primaveras, c'est le fils du dictateur qui avait déjà pris le pouvoir dans les années 20, il fonde alors la Phalange, un mouvement fasciste, clairement fasciste, qui prône le renversement de la République et la mise en place d'un régime, là aussi clairement fasciste, avec sa doctrine sociale, son autoritarisme, sa liquidation des forces extrême gauche, de toute opposition démocratique. Voilà, je ferai sans doute une vidéo pour discuter un peu de ce que c'est que le fascisme. C'est pas la force unique et principale en Espagne qui va opérer, mais c'est une des forces importantes à ce moment-là qui ont tendance à venir, je dirais, radicaliser les choses et la scène politique espagnole. La droite, à ce moment-là, choisit de révoquer les statuts d'autonomie des provinces séparatistes, ce qui, une fois de plus, va mettre le feu aux poudres. C'est toujours comme ça que ça commence en Espagne. En 1934, socialistes et anarchistes tentent alors, dans leur bastion, essentiellement dans les Asturies, et en Andalousie, de lancer une révolution, qui vont complètement échouer en étant extrêmement mal préparés. Les régionalistes de la Catalogne, voyant leur statut aussi être annulé, lancent un éphémère coup d'État et Luis Companys, le président de la Généralité, finit en prison. La montée des radicaux, et notamment à gauche des Républicains, le développement à la fois du PSOE, le Parti socialiste espagnol, qui à l'époque est plutôt marxiste-léniniste, et du Parti communiste espagnol, mais surtout qui aurait encore une toute petite force, mais surtout de la CNT, font que les radicaux à gauche sont de plus en plus forts. Parallèlement à droite, on l'a vu, Primo de Rivera avec sa Phalange insiste pour, on va dire, radicaliser le discours de droite, et on a certains partis de la CEDA qui commencent à être un petit peu sceptiques vis-à-vis de la République, et notamment tous ceux qui sont nationalistes, conservateurs, et proche des propriétaires terriens des milieux conservateurs. C'est dans ce contexte tendu que se déroulent les élections le 16 février 1936, qui mène au pouvoir le Front Populaire de gauche, Frente Popular, rassemblement de l'ensemble des forces antifascistes soutenues par la CNT, ainsi que les autonomistes. Le scrutin est marqué par les fraudes et les violences, on va dire que c'est une tradition aussi, tous les précédents scrutins, aussi bien celui de 1931 que celui de 1933, avaient été marqués par des fraudes, des violences, des intimidations, etc. dans les provinces. Et il donne une victoire en fait extrêmement courte au Frente Popular, qui est chargé de mener à nouveau les réformes qui avaient été promises en 1931 et qu'il avait tenté de mettre en œuvre entre 1931 et 1933.
les partis de gauche de gouvernement pensent naïvement avoir encore la situation bien en main. Ansana lance une grande réforme agraire dans un contexte où marxistes et anarchistes aspirent de leur vœu à l'affrontement généralisé avec les forces de droite. Il faut savoir que quelques années avant, les forces de droite avaient déjà elles aussi tenté leur petit coup d'état, qu'on avait appelé la Sanjurjad, en hommage au général Sanjurjo, qui avait tenté de mener ce coup d'état, qui avait lamentablement échoué en 1932. C'était un coup d'état d'amateur. Marxistes et anarchistes traitent la CEDA, le grand parti de droite, qui joue le jeu républicain, de fasciste. Son dirigeant, Gilles Robles, de Nouvelle Hitler, appellation exagérée, qui antagonise les conservateurs vis-à-vis de la République, qui va les jeter dans les bras notamment de ce qu'on va appeler plus tard les nationalistes, ou en tout cas les différentes forces nationalistes. De plus, partout, les anarchistes et les marxistes se lancent dans des émeutes anticléricales, des assassinats de leurs adversaires, et la collectivisation de forces des terres là où ils sont en position de force. Le gouvernement républicain s'avère incapable de mettre fin à ces troubles qui s'étendent et font des dizaines de morts et des centaines de blessés. Plusieurs chefs militaires et de la police, a priori non hostiles au régime, s'interrogent et doutent de sa capacité à assurer la stabilité du pays. Coalisés contre le régime républicain, plusieurs militaires alliés aux fascistes et aux conservateurs les plus durs se rencontrent en secret pour organiser un coup d'état. Sanjurjo, une fois de plus, qui prend la tête du mouvement, le général Mola, qui est posté en Navarre, et Franco vont organiser un coup d'état le 18 juillet avec plusieurs forces, les carlistes essentiellement en Navarre, les différentes organisations de la phalange un petit peu partout, mais surtout une grande partie des forces armées, et en particulier au Maroc, aux Canaries et en Andalousie, qui sont censés se révolter contre le régime républicain. Le 18 juillet, le coup d'état a réussi à moitié, rate à moitié. Au Maroc, en Andalousie, en Vieille Castille, en Léon, en Galice, et dans l'ouest de l'Aragon, le coup d'état est à peu près réussi en Navarre. Par contre, il est raté au Pays Basque, aux Asturies, en Nouvelle-Castille, dans la Manche, dans l'est de l'Andalousie, dans le Pays Valencien, en Catalogne, et dans une partie des Baléares. Le parti des troupes reste fidèle à la République, et surtout les milices syndicales, à la fois CNT et UGT, prennent le contrôle des armes et se battent contre les militaires qui ont tenté le coup d'état. Commence alors une double guerre civile, opposant les putschistes nationalistes à l'état républicain lui-même, divisé entre des mouvements qui s'opposent violemment en son sein. Les nationalistes ont la partie plus facile. Plusieurs des leaders insurgés se font immédiatement tuer pendant le putsch, laissant l'opportunité à Franco de s'imposer comme le meneur du camp nationaliste. Notamment le cas de Sanjurjo qui meurt dans un accident d'avion, et de Mola qui meurt aussi un petit peu plus tard. C'est aussi le cas de Primo de Rivera, qui se trouve à ce moment-là dans une prison républicaine et qui se fait buter comme un chien. À l'inverse, chez les républicains, les communistes, pourtant très minoritaires, cherchent à s'imposer. Avec l'aide notamment de l'URSS, le seul bailleur qui accepte de fournir des armes à la République espagnole. Par ailleurs, l'URSS, qui dès le début du conflit reçoit l'or de la Banque d'Espagne, qui est envoyé par le gouvernement républicain, ce qui va lui donner un énorme poids sur la scène politique des républicains espagnols, qui va lui permettre d'imposer de plus en plus ses choix à la fois stratégiques et idéologiques dans la partie républicaine de l'Espagne. Les communistes se montrent extrêmement politiques dans leur gestion de la République espagnole, et en particulier ils vont se montrer très idéologiques, en particulier contre les autres forces qui font partie du bloc républicain, et notamment à la fois les anarchistes, mais aussi les petits partis marxistes indépendants comme le POUM, qui vont être réprimés dès 1937. Par ailleurs, les communistes se livrent à un petit jeu un peu assez subtil de pouvoir au sein de la République pour faire tomber notamment le gouvernement socialiste de Largo de Caballero, qui s'est formé à la fin de 1936,
En gros, ils essaient de liquider toutes les forces marxistes indépendantes et toutes les forces anarchistes pour s'imposer à la tête de l'État espagnol, et un État qui soit, grosso modo, inféodé à l'Union soviétique. Ces divisions minent évidemment le camp républicain, et en particulier parce que les forces qui prétendent faire de la politique et qui croient au pluralisme, et qui sont vraiment démocratiques, se font le plus rapidement éliminer. En effet, la République, en tout cas la Seconde République telle qu'elle était en 1931, elle est éliminée dès le septembre 1936 pour laisser place à un gouvernement beaucoup plus violent et beaucoup plus décomposé dans son organisation. Et notamment tout un certain nombre de pratiques démocratiques et de garanties de droit qui vont pas être respectées. Alors, je vais évidemment parler ici des crimes de guerre, des horreurs qui sont commises dès le début de la guerre civile. Bien sûr, les franquistes commettent des crimes terribles dès le début du conflit. Il y a des milliers de morts dans la répression qui est organisée dans les villes où se déroule le putsch, mais côté républicain, ça va aussi être le cas, y compris d'un certain nombre de personnages à la moralité un petit peu douteuse. Je parle notamment de la colonne d'Urruti, qui est partie de Barcelone, et qui allait en Aragon, qui exécute plusieurs milliers de personnes sur son chemin, à peu près 2000, 2500, c'est ce que Bartolomé Benassar, dans son livre, compte, à peu près. Il y a également des massacres dans le pays valencien, à Madrid, en Andalousie. Bref, il y a des exactions qui sont commises, certes par les fascistes, mais aussi par les républicains et les différentes milices ouvrières, et avec beaucoup d'excès. Donc dès le début, la République, en fait, en tant que telle, elle se décompose rapidement, et elle laisse la place surtout aux acteurs qui vont être les auteurs de violences, de tortures, de crimes, etc. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce moment-là, pendant l'année 1936, ce qui se décompose, c'est la scène politique pluraliste de l'Espagne dans la guerre civile. Donc ça va forcément avantager d'un côté comme de l'autre les plus extrêmes et ceux qui sont capables le plus de cliver. Évidemment, les deux grands gagnants de ce petit jeu-là, ça va être d'un côté la phalange espagnole, dont le dirigeant Primo de Rivera est un martyr extrêmement utile, et Franco va immédiatement comprendre ça en prenant le contrôle des phalanges. De l'autre côté, le parti qui va s'imposer de plus en plus, c'est le parti communiste espagnol, jusqu'à prendre le contrôle de l'État républicain vers la fin de la guerre. Un parti communiste espagnol qui va réussir à attirer vers lui un certain nombre de militaires et de cadres républicains par sa modération, et notamment le fait qu'il est contre la collectivisation ou la mise en place de la révolution concrètement en Espagne. Abandonnée par les autres démocraties, la République n'a virtuellement aucune chance de remporter la guerre civile qui commence. Elle est minée par les divisions, dispose d'une moitié d'armée largement désertée par ses meilleurs cadres, et ne reçoit aucun appui extérieur. Contrairement aux nationalistes, qui reçoivent même des corps expéditionnaires entiers de troupes italiennes ou nazies. Les républicains, ils reçoivent seulement des conseillers soviétiques qui ont tendance à rester à l'arrière ou juste à être pilotes de chasse. De part et d'autre sont commis tout au long de la guerre, mais aussi après, parce que la répression franquiste va continuer pendant des années, des exactions qui laisseront de profondes divisions dans le tissu social espagnol. Les républicains se livrant à un massacre de soldats, d'ecclésiastiques, et une véritable guerre de religion qui se déroule en même temps que la guerre civile, tandis que les nationalistes mènent une répression systématique et féroce dans toutes les régions dont ils prennent le contrôle, assassinant les fonctionnaires, les intellectuels, les militants syndicaux. Je lisais par exemple que simplement le fait d'être instituteur dans certaines régions vous valait immédiatement le peloton d'exécution. Après 3 ans d'une longue agonie, la République se trouve confinée à la région de Madrid, au pays valencien et à la Catalogne, sans espoir de vaincre. Les républicains et de nombreux civils, chassés par l'offensive franquiste, traversent les Pyrénées. C'est la retirada. Donc Manuel Anzana meurt à Montauban en 1940, tandis que le gouvernement républicain se dissout progressivement. Donc nombre de républicains vont continuer de subir des persécutions en Espagne pendant des décennies, dans un pays qui sera sous la coupe d'une dictature franquiste, une dictature qui est de nature plutôt nationaliste et que je dirais
légèrement teinté de fascisme, mais pas non plus totalement. Malgré sa compromission avec le nazisme et l'assistance des fascistes, Franco maintient sa neutralité durant la Seconde Guerre mondiale et s'entend avec les Alliés dès 1943, pour ne pas faire l'objet d'un renversement, adoptant ainsi une attitude proche de celle du Portugal, ou de la Turquie, qui négocie ainsi leur entrée dans la nouvelle alliance anti-soviétique, l'OTAN. Les espoirs des républicains espagnols de voir ainsi leur patrie libérés sont complètement douchés, et malgré une résistance durable et diffuse dans le pays, beaucoup se résolvent à une vie d'exil. Alors j'ai voulu vous parler de ça parce que moi ce qui me fascine en fait, c'est une tentative pour instaurer un compromis, une scène politique pluraliste dans cette Espagne des années 30. Dans une période où tout est en train d'être polarisé, où la crise économique et les idéologies tirent les gens vers des tentatives totalitaires, on a un pays qui est arriéré, qui connaît un formidable mouvement de progressisme et une formidable tentative d'une partie de ses élites éduquées et clairement d'une partie de son mouvement ouvrier qui cherche à s'émanciper d'une structure économique extrêmement pesante et conservatrice, pour créer véritablement une démocratie moderne, pluraliste, où on puisse vivre correctement, à la fois donc sur le plan des droits qui sont garantis par la Constitution, mais aussi dans les conditions matérielles d'existence. On a affaire à une tentative de mise en place d'une démocratie sociale. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché dans la République, et parce que aussi, mon arrière-grand-père, à cette époque, il était cantonnier en Aragon. Ils étaient venus, ils avaient immigré en France dans les années 20, à l'époque de Primo de Rivera, puis ils étaient revenus en Espagne au moment de la République, dans les années 30, mes arrière-grands-parents, et donc ils avaient vécu en Aragon, puis en Catalogne, pas très très loin de Lérida, et il disait que, enfin c'est ce que me racontent en tout cas les gens qui l'ont connu, parce que moi je l'ai pas connu directement, il disait que ça avait été une des plus belles périodes de sa vie. Ils avaient du travail, ils avaient à manger, il y avait des programmes d'éducation, etc. Enfin il y avait un véritable boom, véritable espoir formidable qui s'était développé en Espagne. Et ce que je trouve un petit peu dommage, si vous voulez, c'est que souvent quand on parle de la guerre civile espagnole, on a l'impression que c'est d'un côté les rouges, et de l'autre côté les méchants fascistes. Alors j'aime pas beaucoup les fascistes, mais je pense que c'est réducteur de les caricaturer seulement à leur rang de fasciste. Faut voir d'un côté, je pense, les processus qui ont mené à la guerre civile, et notamment le fait que les mouvements d'extrême gauche anarchistes et les fascistes et la droite très conservatrice ont tout fait pour empêcher cet accord au centre autour d'une société démocratique. Il y a aussi des échecs de la République elle-même, qui a pas réussi à tenir notamment son programme social et la promesse de maintenir l'ordre dans la société. Deux aspects qu'elle n'a pas, un d'un côté un peu garanti à la gauche et l'autre donné plutôt à la droite, on va dire. Et c'est vrai que sur ce plan-là, elle a complètement échoué. Pouvait-elle seulement réussir dans ce contexte-là? Bien sûr, c'est une question qui reste ouverte. C'est aussi ce que la République a tenté d'incarner, je pense, un gouvernement de transformation sociale, capable de mettre fin aux inégalités et aux injustices de ce pays, qui tentait de le moderniser, de le sortir du sous-développement, où il était enfermé depuis un siècle, de stabiliser un espace public de délibération collective qui soit pluraliste, où la propriété et la richesse étaient redistribuées, où l'Église ne serait plus la complice d'un ordre inégalitaire, où le fascisme ne pourrait pas s'épanouir. En tout cas, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ont cru la République et au rêve d'une Espagne démocratique et moderne, qui pourrait se développer, où les gens pourraient trouver leur place, s'émanciper par l'éducation, par le travail, par éventuellement la collectivisation d'un certain nombre de moyens de production,
et par la garantie d'un certain nombre de droits, c'était sans doute une tentative qui, à mon avis, méritait d'être rappelée, et qui méritait aussi d'être rappelée au-delà du conflit civil, si vous voulez, qui a suivi. Tout le monde s'intéresse beaucoup à la guerre d'Espagne. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on se rappelle de ce qu'était la République espagnole et sa tentative, si vous voulez, de faire autre chose, justement, que s'enfermer dans la lutte des classes ou s'enfermer dans une lutte contre les fascistes. Je voulais également mettre en garde tous ceux qui croient qu'une bonne révolution armée ou qui croient au mythe d'une guerre civile courte pour les forces de gauche et de transformation sociale, pour les syndicats et les travailleurs, le salut passe par l'action politique dans un cadre pacifié. D'accord ? Il y a des choses à faire dans un cadre pacifique, démocratique. La violence est malheureusement un outil qui favorise ceux qui l'aiment et sont prêts à s'en servir sans aucune limite, y compris contre ceux qui sont en théorie leurs alliés. Puisse le sort de la République espagnole nous mettre en garde contre ça. On reparlera peut-être de l'Espagne sous le franquisme et de la transition d'un prochain vlog. J'aimerais peut-être aussi parler de la question des réfugiés en France. Moi, ça m'intéresse au premier plan, vu que ma famille, à ce moment-là, a fait partie de cette vague d'arrivée, de la prise en charge des réfugiés aussi. J'aimerais bien faire un écho avec ce qui se passe actuellement, puisque la retirada, c'est 500 000 personnes qui arrivent d'un coup. Aujourd'hui, on s'émeut parce qu'on en a quelques dizaines de milliers, même pas. Je ne suis bien sûr pas sensible à ce qui se passe en Catalogne, donc peut-être aussi on essaiera de tirer ça au clair. En attendant, je vous fais des bises et à très bientôt sur Respublica Universalis.